Je crois que ça vient avec la nouvelle génération. La génération des milléniaux vont prioriser beaucoup des expériences versus des produits. Puis là, on pourrait vous trouver des centaines d'études qui vont dire la même chose. Les gens préfèrent maintenant un bon repas au restaurant versus peut-être un bijou ou un nouveau jeu. On va préférer d'aller dépenser des centaines de dollars pour aller à Oshiaga versus aller s'acheter une nouvelle bébelle qu'on n'utilisera plus. Donc, je pense que ça vient beaucoup de là. Je pense que les gens vont mettre de l'avant des expériences qui vont leur faire sentir bien, qui vont dire, bon, ben j'ai eu du fun. Mon empreinte écologique était zéro. J'ai pas eu besoin de dépenser. Puis, on to the next one. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Hamza Garnati et Louis Palacio, moi-même, seront vos co-hôtes pour vous accompagner dans cette nouvelle expérience sociale. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 6e épisode, nous recevons Julien Lépicier, cofondateur de Locals Montréal, agence de production en événementiel. Nous discuterons du concept bouleversant de produits minimum viables, de pivot rapide en temps de pandémie et les émotions qu'on retrouve à travers le Québec. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Julien Lépicier de la compagnie Locals Montréal, qui est une agence de production en événementiel. Mais je pense que tout de suite, on va sauter dans la première question. Ouais. Donc, Julien, quel type de pain es-tu? Hey, bonjour les gars, merci de m'avoir invité, ça fait super plaisir d'être là. Moi, je suis un pain au lait, les gars. Connaissez-vous le pain au lait? Apprends-moi, s'il te plaît. Alors, le pain au lait, là, c'est un pain qui est le plus blanc possible. Okay? Et c'est le meilleur pain pour faire du pain doré, pour faire des toasts, pour faire tout ce que tu peux imaginer faire avec un pain tranché. Si tu le fais avec un pain au lait, c'est meilleur. OK. J'ai jamais pensé comme ça. OK, je connaissais pas ça. Versatile, mais gourmand. Oui. J'aime ça. Exactement. J'y ai pensé beaucoup à votre question, les gars, parce que je voulais trouver quelque chose d'original à sortir. Puis oui, c'est vrai que quand tu es un entrepreneur, il faut que tu penses à, je suis versatile, puis je suis un couteau suisse, puis je fais tout, puis je fais de la comptabilité, puis de la production, puis des RH, mais en même temps, je voulais vous donner quelque chose, dire, regarde, quand on choisit Locals, on choisit la crème de la crème. On choisit quelqu'un qui va être là avec vous autres. Puis quand tu choisis ce pain-là, tu sais que ça va toujours être meilleur. Nice. Voilà, nice. Mais justement, parlant de Locals, Julien, on aimerait savoir comment tu gagnes ton pain. Voilà, Locals, on est une compagnie qui fait du B2B. Hein? Donc, nos clients, c'est exclusivement des agences de marketing expérientiel. On est un producteur d'expérience pour eux et on va construire un peu leurs idées. On va les rendre vivantes. Pour comprendre un peu ce que Locals fait, puis les clients de marketing expérientiel, il faut comprendre un peu c'est quoi le marketing expérientiel. Donc, je peux prendre peut-être un petit marketing 101, puis expliquer ce qui est le marketing expérientiel pour nos auditeurs. La meilleure façon de le comprendre, c'est de le comparer avec du marketing traditionnel. Hein? Donc, le marketing traditionnel, quand tu t'en vas à HEC à l'UQAM, tu apprends le marketing, c'est quoi? C'est basé sur le fait qu'un consommateur va prendre une décision très rationnelle. Hein, il va avoir des attributs d'un produit, il va avoir le prix. Le consommateur va regarder tout ça, il va faire une décision, il va dire oui, ce sofa-là, je trouve qu'il est bon pour moi, il va répondre à mes besoins, je l'achète. Marketing expérientiel va se baser sur l'émotion qu'un produit va amener chez les clients. Okay? Donc, on voit un peu la différence déjà de se dire c'est plus une décision rationnelle quand on parle de marketing expérientiel. On se base sur le fait que le client va dire tu sais quoi? Je sais que c'est peut-être pas le bon prix. Je sais que les attributs, ils viennent peut-être pas me chercher, mais je sais pas pourquoi ce produit-là vient me donner des sentiments ou vient me faire chercher quelque chose de différent. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer un peu le marketing expérientiel. Donc, il y a des agences à Montréal qui se spécialisent là-dedans. Eux autres, ce qu'ils font, c'est uniquement des stratégies de marketing expérientiel, puis ça va s'appliquer dans différents médias. Ça va être, par exemple, en activation de commandite au Stade Saputo, ça va être dans marketing sportif au Centre Bell. Donc, ça va être souvent des campagnes qui sont terrain. Hein, ça peut être en épicerie aussi. Puis, ces agences de marketing expérientiel-là,
ils ont souvent des très, très bonnes idées, mais ils ont besoin de partenaires pour les réaliser, ces idées-là. Donc, c'est là que Locals arrive. Nous, on est vraiment un mix entre des gens qui sont capables de produire des expériences. Donc, on est très manuel. On est capable de faire des modifications de containers de A à Z. Mais on comprend aussi cette facette-là du marketing expérientiel. Donc, on est capable de jumeler ces deux-là ensemble puis d'arriver avec une production qui prend tous ces paramètres-là en compte puis qui réalise un peu les idées folles que les créatifs en agence vont avoir. Très intéressant. Très Puis bon point. Locals, c'est quand même une jeune compagnie. Comment ça a commencé? Locals, on a commencé en avril 2019. Laurence et moi, on a un background en agence de marketing. On a travaillé chez Mosaic. Moi, ça a été toute ma carrière, là. J'ai commencé ça dès que j'ai fini l'université. Et on s'est développé un peu une expertise à l'interne pour faire de la production sur le terrain. Donc, on devenait un peu les go-to là-dedans. Puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Hein? Puis, je pense que vous le savez, les gars, avec tous ceux que vous avez interviewés dernièrement, souvent, une compagnie, ça commence avec un besoin. Puis, c'est là que ça a commencé pour nous autres aussi. On s'est dit, ben, Mosaic a besoin d'aide souvent pour produire ces expériences-là, mais il y en a d'autres, des agences qui auraient peut-être besoin de nos compétences pour réaliser ces idées-là. Puis c'est un peu comme ça que ça a parti. On s'est dit, regarde, on se lance, puis on l'essaye, on va devenir des producteurs d'expériences. Ah. Non, c'est cool. Puis ça, c'est un volet du marketing expérientiel que tu as quand même très bien abordé, c'est que c'est juste le fun de travailler dans cette industrie-là. Tu es littéralement payé de n'importe quelle position que tu es, si tu es ambassadeur de marque, si tu es contracteur ou quoi que ce soit, tu es littéralement payé pour avoir du fun. Tu es littéralement payé pour que la personne à côté de toi à qui tu partages ton message a un sourire puis dit, tu sais quoi, moi j'ai aimé ce gars-là, moi j'ai aimé cette expérience-ci, tu sais quoi, je vais acheter. Puis ça, justement, ça qui est cool avec le marketing expérientiel, puis ce que tu fais, c'est qu'à tous les jours, tu te réveilles et tu te dis, et comment je peux juste créer une expérience encore plus folle que la veille. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Puis justement, ça a comment été les dernières activations, parce que tu as quand même fait énormément. Je pense notamment le gros coup de circuit qui a été avec Bluefest, Banque Nationale, puis Vibrant. Oui. Aussi récemment, qui a été la grosse activation Cinémétro à toute la province du Québec. Aussi le bar Perroni, au bar Georges. Oui. Parle-moi justement un peu de tes activations, puis aussi, tu peux aussi révéler ton petit coup de cœur, là. Je pense que... Ben, je vais y revenir à Cinémétro parce que je pense qu'on a un segment qui va être plus tard de qu'est-ce qui va arriver, puis j'aimerais ça vous parler de la pandémie, puis où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Donc, je vais y revenir à Cinémétro. Celle qui, pour moi, est un coup de cœur, c'est notre activation à la Coupe Rogers de 2019. Donc, notre premier gros contrat avec l'agence de marketing Vibrant, c'est toujours le fun, hein, quand tu es un entrepreneur puis que tu vois que ça commence à décoller. Puis ça, c'était comme notre premier gros coup de circuit. C'était la Coupe Rogers avec la Banque Nationale. Puis ce qui était le fun, c'est qu'ils nous ont vraiment appelés pour les aider à pousser leur idée plus loin. Il y avait déjà comme brief de leurs clients de faire une expérience qui était hautement technologique. Donc, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est de positionner la Banque nationale comme étant un produit qui était à l'avant-garde des technologies, qui était en mesure d'utiliser un peu tout leur environnement pour montrer qu'ils sont innovateurs. Fait que c'était un peu ça le brief. Puis on a travaillé très fort avec la banque, avec la banque et avec Vibrant dès le début du projet pour leur proposer quelque chose qui était justement en lien avec la brand. Puis on est arrivé avec un concept où il y avait 2 conteneurs qui faisaient une espèce de maison de la technologie Vibrant. Puis d'un côté, il y avait une expérience de suivi oculaire. Donc les gens s'assoyaient devant un écran avec une caméra qui était posée devant eux. Et cette caméra-là analysait le regard des gens. Il y avait 4 photos qui étaient mises devant eux en série de... Je pense qu'il y avait 4 séries de photos de 4 photos. Et ensuite, à la fin de l'expérience, on disait, ben, inconsciemment, quelle photo t'as regardé le plus? Donc ça, c'était une des activités qu'on a mis en œuvre, autant au niveau de la production, de la modification du container, mais aussi au niveau de la programmation, puis au niveau de la mise en place de cette expérience oculaire-là. Puis dans le deuxième conteneur, c'était une expérience visuelle. Donc, il y avait des tubes LED, c'était un conteneur qui était complètement noir, il y avait des tubes LED qui étaient sur les murs, et des capteurs, des détecteurs de mouvement qui étaient au sol. Et là, le but, c'était que quand tu passais à travers un détecteur de mouvement, il y avait un instrument de musique qui était déclenché. Donc, il y avait 4 détecteurs de mouvement et à chaque détecteur de mouvement, il y avait un drum ou une guitare ou une basse. Et là, si tu te déplaçais de bord en bord du container, ben, tu pouvais finir par faire de la musique. C'était un peu le genre d'expérience que je trouve qui représente bien une belle activation de commandite dans
un environnement comme la Coupe Rogers qui représente bien des valeurs du client au niveau de la technologie puis comment on pouvait être plus innovateur. Puis pour nous, c'était notre premier gros coup de circuit là, Nice. qu'on a beaucoup aimé. Nice. Tu en as parlé un petit peu tantôt, là, mais pour quelqu'un qui n'est pas initié justement à ce que fait une agence de production dans l'événementiel, Oui. comment ça se passe comme une initiative avec Banque Nationale? J'imagine que c'est pas vous qui amenez les containers jusqu'à là-bas, mais pas loin. Peux-tu m'expliquer un peu le processus? Oui, exact. Ben, nous, on est une agence vraiment clé en main. Hein. Donc, notre job, justement, c'est d'amener les containers sur place. Puis, on commence à avoir une certaine expertise aussi là-dedans. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était un mélange de construction et de marketing. Parce qu'au final, ben, on a souvent nos capes d'acier puis nos casques de construction. Puis, on a vraiment une offensive de déploiement terrain qui nous permet de faire plein de choses comme ça. On va réaliser ces idées-là. Donc, la manière que ça commence, c'est souvent les agences vont nous appeler puis ils vont nous impliquer dès le début. Là. Dès qu'ils reçoivent le brief, on est impliqué. Puis nous, on se fait dans nos valeurs de ne pas charger pour ces premières phases de développement. Là. On est avec nos clients pour développer des expériences. Puis en même temps, c'est à notre avantage aussi de les guider là-dedans pour pas qu'on se ramasse avec des chapiteaux de 35 pieds de haut, puis des demandes de permis qu'on n'aurait pas eu besoin de faire si on l'avait pensé différemment. Donc, on a vraiment dit, on est là pour vous accompagner dès le début. Donnez-nous votre brief, donnez-nous vos idées les plus folles, puis nous, on va vous dire, 1, est-ce que ça rentre dans votre budget? 2, est-ce que c'est réalisable? Puis, en ayant cette approche-là avec nos clients, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à déployer des activations puis des idées qui font du sens puis qui sont réalisables selon leur budget. Puis en même temps, ben, ça nous permet d'être impliqués aussi dans le processus de création dès le début. Puis ça, ben, ça nous donne des beaux résultats aussi des fois où on est capable, nous aussi, de jouer un peu de notre créativité puis de notre expérience en marketing expérientiel pour déployer ces idées-là. Là. Ah, ça, c'est vraiment cool. Puis, tu l'as mentionné dans l'activation avec dans la Coupe Rogers, mais il y a beaucoup la stimulation des 5 sens qui est vraiment un point essentiel dans la conception justement d'activation. Peux-tu me raconter, exemple, vraiment le processus pour toi? Parce que toi, tu es vraiment plus associé vers l'exécution que la création. Mais justement, c'est comment la logistique par rapport à ça? Exemple, à faire un stand où on mélange l'odorat, on mélange le visuel, puis on mélange l'écoute dans une activation, exemple dans une épicerie. Oui. Je vous dirais que le plus facile pour nous, ça a été de s'équiper de gens qui sont des spécialistes dans leur domaine. Je ne peux pas vous dire que je suis un spécialiste de marketing olfactif, mais je peux vous dire que je connais des gens qui sont capables de vous mettre en laboratoire la senteur exacte ou une odeur exacte que tu veux avoir. Tu comprends? Je ne suis pas capable de vous dire que je fais du mixing en studio, mais je connais des gens qui sont capables de faire du mixing en studio. Donc, notre force à nous, c'est qu'on connaît beaucoup de gens dans notre domaine qui sont en mesure de comprendre ce qu'on a besoin, puis nous, on va s'assurer de vulgariser aussi tous nos besoins pour s'équiper des meilleurs gens dans leur domaine pour nous aider à évoluer puis à mettre ces expériences-là en vie. Intéressant. Très intéressant. Puis je pense que j'irais même dans la section de l'argent du beurre. Parce que là, tu nous as parlé de Cinémétro, tout ça, tu me donnes l'eau à la bouche, là, mais on veut le savoir maintenant. Là. En tant qu'agence de production en événementiel, j'imagine que vous avez dû faire un pivot énorme pendant la pandémie. On a vu un petit peu que vous avez ramené certains nouveaux projets, le mur d'expérience, tout ça. Est-ce que tu peux me parler de votre pivot? Parce que je pense qu'il n'y a pas une industrie qui a été plus touchée que l'événementiel par la pandémie. Corrige-moi si je me trompe. Oui, ça a été très difficile de voir tout ça aller puis de se sentir un peu sans vraiment savoir quoi faire, de se sentir sans mots, si tu veux. Quand tout ça est arrivé, on s'est dit, OK, on va prendre un step back puis on va regarder, comment on est capable, nous, de s'améliorer dans nos domaines. Fait qu'on est allé faire des formations un peu partout. On s'est dit, regarde, on va prendre ce temps-là pour s'améliorer. Puis après ça, on s'est dit, bon, ben comment qu'on peut adapter nos produits? Comment qu'on peut offrir des produits qui sont adaptés à la réalité de la pandémie? Puis comment qu'on est capable de continuer de faire du marketing expérientiel dans cette réalité, dans cette nouvelle réalité-là? Parce que on a la conviction qu'il y a encore possibilité de le faire. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est justement Cinémétro, qui est une idée géniale qui a été mise de l'avant par l'agence Mosaïque sur le terrain. Dans le fond, c'est le retour aux sources du cinéparc. Hein? On a tous déjà eu des super belles expériences dans le cinéparc, mais on dirait que ça l'a un peu déprécié avec le temps. On dirait que ça l'a perdu un peu c'est lettre de noblesse, si on peut dire. Mais là, on l'a remis
de l'avant avec Cinémétro, avec un écran gonflable qui pouvait se promener à travers le Québec. Donc, la force de cette expérience-là, c'est qu'on s'est vraiment promené. Là, on est allé jusqu'au Lac-Saint-Jean, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Montréal. Et on était capable de faire tout le montage en une journée. Donc, on montait tout ce qu'on avait à faire en une journée, puis on pouvait démonter tout ce qu'on avait à faire en une journée. Okay. Donc, c'était vraiment la force de cette exécution-là. Puis en même temps, c'est qu'on continuait de garder les critères sanitaires. Donc, les gens restaient dans leur véhicule, ils pouvaient arriver sans avoir aucun contact. Donc, c'était un gros succès là, pour l'agence Mosaïque, puis pour nous aussi en même temps, parce qu'on a développé cette expertise-là de continuer de faire des événements en temps de COVID. Oui, mais c'est aussi pour Métro, là, qui est le fait qu'ils ont quand même été capables de prendre un risque. Il y a quand même des entreprises qui sont comme un peu old school, qui ont un peu peur à tourner vers l'expérientiel, mais des entreprises comme Métro qui sont la créativité, tu sais quoi, on est prêt à s'embarquer dans ce projet de la sorte. C'est quand même aussi très inspirant. Là. Chapeau. Puis je pense qu'ils ont continué d'avoir des entreprises qui sont prêtes à investir pour continuer de faire de l'expérientiel. Suffit d'arriver avec des bonnes idées. Ouais. Suffit d'arriver avec des idées qui sont pertinentes et qui restent dans le critère de la pandémie. Et on est capable de continuer de faire des expériences. Puis oui, il y a beaucoup de gens qui ont tourné leur budget vers le numérique. Puis j'ai rien contre les événements numériques, mais je passe 8 heures par jour devant mon ordinateur. À la fin de la journée, ça me tente moins de continuer d'être devant mon ordinateur. Il y a des façons, je pense qu'on le voit, l'industrie a commencé à se tourner de bord. Puis il y a des façons de revitaliser un petit peu comment créer des expériences sur le terrain. Définitivement. Puis comme dans le cas de Cinémétro, est-ce que c'est plus vous qui approchez les entreprises ou il y a comme un engouement que les entreprises viennent vers vous? Comment ça se passe? Alors, comme je disais tantôt, on est une entreprise B2B. Hein. Et ça, ça nous donne une situation un peu différente quand on arrive à faire du démarchage de clients. Nos clients, c'est 100% des gens qui sont dans notre réseau. C'est des gens qui nous connaissent, c'est des gens qui vont nous référer à d'autres personnes avec qui ils ont aimé travailler avec nous. Donc, notre job pour trouver des nouveaux clients, c'est vraiment de s'assurer de travailler sur le réseautage. Puis, je peux vous dire que le réseautage en temps de pandémie, c'est plus la même game. c'est plus le même scénario. Il faut se dire, OK, comment qu'on réussit à rencontrer des nouvelles personnes, comment qu'on réussit à parler de nos services de façon différente. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est une excellente initiative de dire, bon, ben regarde, on trouve des nouvelles façons de faire parler de nous sur le marché. Autant que ce soit des cassettes de réseautage virtuel, autant que des fois, c'est juste de se dire, OK, on fait des cold calls sur LinkedIn. Je n'avais jamais fait ça avant le début de la pandémie, mais je me dis, regarde, on essaye, on y va, puis on essaie de rencontrer des nouveaux gens. Puis c'est un peu comme ça qu'on développe nos relations. Parce qu'au final, c'est les gens qui vont nous appeler, qui vont dire, Julien, on a un beau projet, on veut les réaliser, on a une belle idée, on veut les réaliser, on a besoin d'aide. Peux-tu nous aider là-dedans? Puis souvent, toujours, la réponse, c'est oui, on est prêt à 100%. 100%. Et si je reviens sur le marketing expérientiel, en fait, c'est une réflexion pour tous. En fait, Julien, puisque tu travailles dans le milieu depuis plusieurs années maintenant, pourquoi tu penses qu'au Québec, il y a un tel engouement pour le marketing expérientiel? Parce qu'exemple, il y a des campagnes qui sont dans tout le Canada, mais on voit vraiment au Québec, il y a une interaction, un engouement encore plus, il y a même un côté spécial à travers ça. Qu'est-ce que tu penses que sont les causalités par rapport à ça? Je crois que ça vient avec la nouvelle génération. La génération des milléniaux vont prioriser beaucoup des expériences versus des produits. Puis là, on pourrait vous trouver des centaines d'études qui vont dire la même chose. Les gens préfèrent maintenant un bon repas au restaurant versus peut-être un bijou ou un nouveau jeu. On va préférer d'aller dépenser des centaines de dollars pour aller à Oshiaga versus aller s'acheter une nouvelle bébelle qu'on n'utilisera plus. Donc, je pense que ça vient beaucoup de là. Je pense que les gens vont mettre de l'avant des expériences qui vont leur faire sentir bien, qui vont dire, bon, ben j'ai eu du fun. Mon empreinte écologique était 0. J'ai pas eu besoin de dépenser. Puis, on to the next one. Ouais. Mais exemple, si on compare une activation au Québec comparé à une activation en Ontario, qu'est-ce que tu penses que c'est les plus gros champs de différence par rapport à ça? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est sûr qu'on en entend peut-être plus parler au Québec parce que c'est des expériences qui sont faites exclusivement pour le Québec. Souvent, les campagnes nationales qui sont exportées à travers le Canada vont arriver au Québec et vont se demander comment ils font pour adapter cette campagne-là. Parce que c'est deux marchés qui sont complètement différents. Marché anglophone, marché francophone, c'est deux mentalités aussi complètement différentes. Donc, le fait qu'on a un peu la chance d'être chouchouté par les agences expérientielles qui vont développer des expériences qui sont tailor-made, qui sont faites sur mesure pour les Québécois, je pense que ça fait en sorte que ça crée peut-être un petit peu plus d'engouement
par rapport à ce qu'on est capable de faire en marketing expérientiel. Et c'est aussi pour ça pourquoi il y a tellement d'agences de marketing expérientiel qui ont, exemple, un bureau pour le Canada anglophone, puis un bureau, exemple, à Montréal ou à Québec, quoi que ce soit, pour le marché francophone. Oui. Parce que, exemple, je m'en souviens d'une activation que j'avais fait. En fait, c'était une activation canadienne, puis quand c'était le temps d'aller à Montréal, ils avaient oublié qu'il y avait la loi, la loi que tout doit être écrit en français. Ouais. Donc, Loi 101. la loi 101. Eh, mon Dieu. J'allais dire la loi 21, là, mais je vais faire un peu attention. Mais justement, ils ont carrément oublié, puis ça a retardé l'activation d'une journée pour justement faire tout ce qui est la traduction, etc. Donc, je pense que c'est sûr certain que, surtout au Québec, c'est même obligé de personnaliser l'approche, et c'est en même temps, c'est un facteur de toute activation, un facteur de succès pour toute activation, c'est qu'il faut personnaliser l'approche, quoi que ce soit. 100%. Intéressant. Puis là, moi, j'ai envie de mettre mon chapeau un peu plus investisseur, un peu plus question sérieuse. Tout ce qui est expérientiel, c'est peut-être un peu plus dur de voir la tangibilité à travers ça. Quand tu vas pitch vers des gens qui ont un profil technique, comment tu leur présentes la valeur ajoutée de l'expérientiel? Comment tu arrives à mettre des chiffres derrière? Il n'y a pas vraiment d'inventaire, il y a pas de... Il y a des ventes, j'imagine, qui viennent de la notoriété, de la familiarité, mais comment tu leur expliques ça à un nouveau prospect? C'est un cheval de bataille, je te dirais. C'est très difficile de donner des chiffres liés au succès d'une campagne de marketing expérientiel. Notre plus grand allié là-dedans, c'est les réseaux sociaux. Ce qu'on va dire à nos clients, c'est que si ta campagne a bien fonctionné, on va le voir sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un volet social qu'on va pitcher en parallèle avec une bonne campagne expérientielle. Parce que c'est à travers ce volet-là qu'on va être capable d'aller chercher vraiment le volume. Tu sais, si je vous parle d'une activation de commandite qu'on a fait à Oshiaga, par exemple, avec Coca-Cola, ben, on a peut-être touché 5000 personnes, ce qui est raisonnablement très bien. Mais au final, on en a touché peut-être 5 fois plus à travers tout le contenu qui a été créé sur les réseaux sociaux par les gens qui étaient sur place et qui ont profité du dépanneur Coca-Cola. Okay. Donc, c'est à travers ça, puis c'est aussi très mesurable. À travers les réseaux sociaux, on est capable de dire, ben oui, il y a eu tant de personnes qui ont vu le post, il y a eu tant de personnes qui l'ont repartagé, il y a eu tant de personnes qui ont commenté dessus. Donc, c'est vraiment notre allié, là, je vous dirais, les réseaux sociaux, et on essaie toujours d'avoir cette facette-là quand on met de l'avant une campagne. C'est quoi justement les KPIs, les indicateurs clés de performance qui aiment voir vos clients? Est-ce qu'il y a comme un taux d'impression, taux de conversion, un truc qu'ils aiment beaucoup entendre? Ben, c'est certain que quand on reçoit un brief, l'objectif numéro 1, c'est d'augmenter les ventes. Hein? Ça, c'est toujours le brief standard qu'on reçoit, et c'est un peu une blague dans l'industrie parce qu'on se dit, OK, oui, tout le monde veut augmenter ses ventes, mais quoi d'autre? T'sais? Puis la façon qu'on le calcule, c'est souvent en entonnoir. Hein? On se dit, l'impression de masse, c'est les gens qui vont avoir vu une activation sur le terrain. Ils vont se dire, OK, ben, il y a 10 000 personnes qui ont vu notre fameux dépanneur à Oshiaga. Là-dessus, combien il y a de gens qui ont interagi avec nos ambassadeurs de marque sur le terrain? OK, parfait. Eux autres, qui ont eu une interaction. Donc, combien de gens qui ont eu ce moment-là? Puis ensuite, ben, combien de gens ont réussi peut-être à aller plus loin, à pousser ça un step de plus, soit le partager sur les réseaux sociaux, soit ils ont reçu un prix, ou soit ils ont participé à un concours. Donc, on a comme 3 niveaux d'interaction, ou 3 niveaux où on est capable de toucher les clients à travers nos expériences. Puis c'est de cette façon-là qu'on est capable de dire, ben, tu sais, oui, ta personne sur l'autoroute, là, dans son auto, elle a peut-être vu ton billboard 3 secondes. Mais moi, elle a partagé des moments avec un ambassadeur de ta marque pendant 3 minutes et demie. Il développe une certaine connexion un petit peu avec la marque, ça ne pas à travers votre expérience. C'est sûr. 100%. C'est sûr. Et en fait, tu sais, Julien, on s'entend que tu es quand même quelqu'un de nature optimiste. Puis, justement, avec toute la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont démoralisées pour ceux qui travaillent dans le milieu de l'événementiel. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais par rapport à qu'est-ce que le présent, et en fait, toute entreprise qui opère dans l'événementiel, même aussi les investisseurs qui opèrent dans l'événementiel, comment ils doivent adopter leur approche pour exemple, les futurs de tout ce qui est l'événementiel? Ça va être important, je pense, dans le futur, de ne pas se décourager. On sait qu'il y a une fin à cette pandémie-là. On sait que ça va revenir. Il va y avoir un certain retour à la normale. On ne sait pas nécessairement quand, mais on sait que ça va revenir à la normale. Oui, je suis une nature optimiste, mais souvent, j'essaie de préparer le pire.
en me disant, tu sais, hope for the best, but plan for the worst. Ouais. Puis en ce moment, je pense que si j'avais un conseil à dire aux entrepreneurs qui sont dans cette industrie-là, c'est restez proche de vos coûts fixes, restez proche de votre comptabilité, minimiser un petit peu tout ce que vous avez à faire en termes d'investissement, tu sais, brace for impact un peu. Puis plan for the best. Tu sais, si ça revient dans 6 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quel produit tu peux mettre de l'avant? Comment tu peux modifier ton offre pour être en mesure d'être pertinent pour que la journée où le confinement arrête, il y a un déconfinement qui arrive, ben, tu es prête, puis tu es là, puis tu es pertinent sur le marché. T'sais. Parce que la journée où ça va arriver, là, puis on le voit déjà, la semaine passée, il faisait 20 dehors en mois de novembre, puis tout le monde était dehors. Donc les gens ont une envie de sortir, les gens vont avoir envie d'aller participer à des événements, puis d'aller sortir. Ben, il faut être prêt, puis il faut être pertinent quand ça va arriver. Puis dans le cas de Locals, j'ai mentionné brièvement tantôt, mais vous avez commencé, corrige-moi sur le nom, là, mais des murs d'expérience. Oui. Est-ce que ça fait partie un petit peu plus de votre stratégie, moins événementielle, plus un produit concret que les entreprises peuvent utiliser, peu importe la situation, si par exemple la deuxième vague se prolonge ou peu importe? Oui, ben le but derrière ce produit-là qu'on avait créé, c'était de mettre de l'avant justement une solution qui était non tactile, là, que les gens pouvaient utiliser en ayant le moins d'interactions possible. Donc, pas nécessairement d'ambassadeur de marque, pas nécessairement de... Le but, c'était vraiment de créer un mur qui différencie un petit peu là, des murs en vinyle ou des murs en textile qui étaient habitués de voir pour des photo walls. Puis, on voulait mettre de l'avant un petit peu sous forme de location des murs qui étaient facilement déployables puis qui étaient en mesure d'être adaptés selon les besoins que tu avais dépendamment de où tu voulais aller. Là. Est-ce que ça a eu il y a un gros engouement pour ça? Non. Non, pas nécessairement. Non, puis je pense que c'est important de le dire des fois, que tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Puis c'est important de l'essayer tout de suite. Je pense qu'il y a un principe dans un livre qui s'appelle The Lean Startup que j'aime beaucoup, puis c'est un principe c'est un livre à un principe. Tu peux me le montrer à la caméra. Eric Ries. Je voulais amener, les gars, si jamais ça vous intéresse, je peux vous le passer. Mais dans ce livre-là, dans le Lean Startup, il parle du MVP, du Minimum Viable Product. En français, ce serait le plus petit produit viable. Puis les murs d'expérience, on les a lancés un peu de cette façon-là, en se disant, ben, on a une idée, on pense que ça pourrait fonctionner. Comment qu'on peut faire le plus petit prototype pour montrer ce qu'on veut faire, puis tester le marché. Puis de cette façon-là, ben, on a dit, OK, on va le faire de manière virtuelle. On a engagé un illustrateur qui allait pouvoir nous faire les 3 types de murs différents. On a mis ça sur nos réseaux sociaux. Moi, j'ai appelé mes clients. On a commencé à pousser ça. Puis, comme de fait, ça n'a pas levé. C'est correct. On n'a pas investi pour faire les murs d'avance. On n'a pas dit, OK, on fait 60 murs parce qu'on pense que ça va lever. Non, on a fait le plus petit produit viable. Puis ça, je pense que c'est un beau conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat. C'est de dire, bon, ben, avant de vous lancer à faire un prototype à 150 000, là, testez le marché. Vous allez le voir vite. S'il y a de l'engouement pour ça, ben, ce sera un beau problème par la suite d'avoir à créer ces prototypes-là en masse ou d'avoir à gérer d'autres problèmes. Ce sera des bons problèmes. Puis c'est pas très compliqué de tester le marché. Là, tu viens de dire, tu as fait quelques appels, posté sur les réseaux sociaux. Tu peux valider quand même assez rapidement, puis avec peu de coûts, si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Là. Exactement. Vous avez pris combien de temps là-dessus versus quand vous avez réalisé que c'était le temps de lâcher prise? Ben, c'est une dizaine d'heures. C'est pas grand-chose. C'est de partir d'un concept puis dire, OK, je pense qu'il y a peut-être qu'on a quelque chose ici, puis on l'essaye, puis on le met de l'avant. Donc, c'est pas, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. Je pense que c'est important quand même de se poser la question avant d'aller tester le marché, de dire, bon, est-ce que c'est pertinent, puis est-ce que c'est en lien avec ce que notre brand à nous fait dans la vie? On n'aurait pas commencé à vendre des aquariums. Il faut quand même relativiser. Mais pour nous, c'était un produit qu'on trouvait qui était pertinent pour le marché, puis pour la situation qu'on était en pandémie, puis on l'a essayé. Puis contrairement à ça, vous faites beaucoup de présentoirs aussi, j'ai remarqué, pour, corrige-moi si je me trompe, mais Bud, par exemple, j'ai vu du Jim Beam aussi. Ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Les compagnies ont l'air de vraiment vouloir ça. Ben, c'est la partie retail. La partie retail fait partie d'une offensive de marketing expérientiel qui est là depuis longtemps. C'est de dire comment on est capable de créer des expériences, mais en épicerie, directement dans le point d'achat des consommateurs. Donc oui, on a essayé de pousser nos clients, ou nos clients même nous ont briefé pour trouver des nouvelles façons de mettre de l'avant des produits autres que dans le petit présentoir en carton que vous êtes habitué de voir.
Donc, pour Budweiser, on a fait une stratégie avec Mosaic, encore une fois, de créer des pergolas pour la batte. Donc, c'était vraiment des pergolas, des super belles pergolas en bois qui étaient installés par-dessus des frigos à viande. OK. Donc, c'était out of section. C'était vraiment dans la boucherie. Et Budweiser, il les faisait tirer à la fin de l'été. Donc, il y avait une espèce de petit volet concours là, qui était rajouté à ça. Puis on a installé, si je ne me trompe pas, quatre pergolas à travers le Québec pour faire la promotion des produits Budweiser. Nice. Mais vous avez aussi fait un concept de barbecue, que ça, j'ai quand même beaucoup aimé. Peux-tu me donner un peu plus d'informations par rapport à cette activation? Le concept de barbecue. Mais Je pense que ça revient à la pergola, en fait. Je pense qu'il y avait un barbecue au milieu, c'est ça? Oui, exact. Dans certains Ok, cas. c'est bon. 1 + 1 = 2. Parfait. J'ai pris ça en Voilà. Puis ça, c'est-tu parti d'un MVP ou ça fait partie de votre core business depuis... Oui, on longtemps? en fait souvent. Des kiosques expérientiels en épicerie, ça, c'est quelque chose qu'on nous appelle souvent pour le faire. Je pense que les agences sont habituées aussi de recevoir ce genre de brief-là. Là. Il y a beaucoup de clients qui veulent activer directement en point de vente. Tu parlais de prototype, que je trouve ça vraiment intéressant, mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui ont peur de faire un prototype parce qu'ils ont une idée, ils veulent vraiment faire, OK, mon idée, c'est direct, j'ai mon produit, je vais direct le vendre, mais ils ont peur de faire le prototype par peur de rejet, par peur de dire, finalement, mon idée ne marche pas. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ben, moi, je vis beaucoup selon la loi du 20-80 dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très perfectionnistes, qui vont vouloir avoir le parfait prototype avant de le mettre sur le marché. Je vous dirais que le but, c'est de tester le marché en premier. Si tu as un produit qui fonctionne à 80%, après ça, tu auras le temps de le peaufiner et de l'adapter. Mais va tester le marché en premier avant de passer du temps à essayer de le peaufiner à 100% puis de l'argent à le peaufiner. Ben, teste le marché. Moi, c'est Puis la loi de 20-80, c'est un concept qu'on entend beaucoup en entrepreneuriat. Tu l'appliques dans différents endroits. tout. Dans tout. Mhm. C'est la loi de Pareto, je pense. Exactement. C'est le même nom. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est vrai dans tout. Je te dirais que c'est 20% de tes efforts devraient arriver à 80% de résultats. En gros, là. Parce qu'après ça, pour aller chercher le 20% d'efforts qui te manquent, le 20% de résultats qui te manquent, ça va te prendre 80% d'efforts. OK. OK? Donc, c'est le meilleur ratio temps-résultat, selon moi. Ça résume bien C'est la un loi de ratio Pareto. très efficace. Ouais. Puis ça te garde aussi calme comme tu l'es. Genre, ça t'aide à rationaliser les projets, j'imagine. Oui, ben ça l'aide à dire, OK, tu sais, ça l'aide à planifier ton temps. Beaucoup. Ça l'aide à dire, OK, tu sais, à un moment donné, j'ai pas besoin d'aller chercher la perfection pour y arriver. On est capable d'aller chercher un bon ratio qui va permettre de bien gérer le temps pour le succès qu'on a besoin d'aller chercher. Très intéressant. Parfait. Je pense qu'on peut aller à la section maintenant du pain sur la planche. Du pain sur la planche, oui, absolument. Donc, Ouais, vas-y. Ben, je vais commencer avec une question. Je pense que c'est une question que tout le secteur événementiel a envie d'en parler. Donc, évidemment, tu as déjà un peu abordé le virage numérique. On peut prendre un exemple, surtout Epic Games, donc Fortnite, avec des collaborations avec Travis Scott. Donc, maintenant, des événements sur des jeux vidéo, puis aussi des spectacles de Billie Eilish en collaboration avec Woman Factory, etc. Comment tu vois le secteur événementiel, expérientiel se positionner par rapport au virage numérique? Mais surtout, comment assurer la viabilité d'une campagne physique? Oui, bonne question. Il y a beaucoup de studios éphémères qui se sont créés dans les derniers mois. Je pense à nos amis de chez Creative Lab qui, très récemment, ont mis de l'avant un studio corporatif pour continuer de faire des événements, mais de manière à ce que ce soit publicisé et numérisé et mis sur les réseaux sociaux et sur Internet là, de façon digitale. Ils font très bien. Eux, ce sont toujours des spécialistes de la lumière. Ils travaillaient beaucoup dans les festivals, dans les shows, dans les stages. Puis ils ont mis de l'avant ce produit de studio-là qui, selon moi, est complètement génial. Puis ils se sont virés de bord très, très rapidement. Puis moi, je pense que c'est un beau mix entre les événements qui devaient avoir lieu, qui ne peuvent plus aller de l'avant, et les rendre numériques. Tu sais, je pense beaucoup à un domaine qui est extrêmement touché, dont on ne parle pas beaucoup, c'est les fondations. Je travaille pour la fondation du CHUM, et puis on essaie de se casser la tête depuis plusieurs mois à dire comment qu'on remplace nos activités de financement. Le grand bal de financement qui rapportait des centaines de milliers de dollars pour le CHUM, maintenant, on peut plus le faire.
T'sais, comment qu'on réussit à remplacer ces événements-là qui étaient pour nous des levées de fonds pour des super bonnes causes. T'sais. Puis, je pense que il y a une partie de la solution qui passe à travers, oui, ce virage numérique-là, puis ces studios-là qui sont prêts à accueillir certains des shows là, qui sont peut-être payants, peut-être gratuits, mais du moins qui sont en mesure de continuer de générer du contenu puis de générer des expériences, aussi, de générer des sentiments par rapport à ça. Je sais pas si tu as vu la plateforme Youp qui a été commencée. Est-ce que tu vois du potentiel là-dedans? Je me rappelle que pendant l'été, ça semblait très intéressant. Je sais pas si ça a décollé. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la plateforme Youp, je pense que, dont moi, je pense que ça serait une petite explication. Ouais, s'il te plaît. Dans le fond, c'est un humoriste québécois. Je pense que c'est Louis Morissette qui l'a commencé. Il y en a beaucoup. Oui, ça a commencé avec le Wi-Fi Comedy Club, je pense. OK, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça exactement. C'est beaucoup des shows d'humour. Il y a aussi des spectacles de musique. C'était vraiment, je pense, au début de la pandémie où un petit groupe d'entrepreneurs, artistes québécois ont décidé de développer une plateforme en ligne où tu payes un 20$, là, pas beaucoup plus nécessairement que tu paierais versus quand tu vas en salle, puis continuer les expériences pour les artistes, pour les supporter, mais aussi pour te donner quelque chose à faire le samedi soir quand tu es coincé à Montréal en quarantaine en zone rouge. Puis, je sais pas si ça a décollé, mais je pense que c'était berceau de pas mal d'opportunités, justement, d'expérience. En soi, Youp, c'est une expérience. Je sais pas comment tu vois 100%. Ça. Ah oui. Ben, moi, je l'ai eu la chance de profiter de Youp. On est des grands fervents de ça. Je veux dire, au final, chez moi, avec ma bouteille de vin et ma copine, et je peux regarder un show d'humour complet de 1h30 pour 15$. Quand même un beau deal. Ça fonctionne bien. J'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin, l'hiver va commencer, j'ai pas besoin de prendre mon auto en pleine tempête d'hiver pour aller à un show. Je vois énormément d'opportunités avec cette plateforme-là. C'est bien fait. La gang qui ont travaillé là-dessus, ils savent comment bien générer du contenu par rapport à ça. Moi, je le suggère à tous là, qui cherchent une activité du samedi soir en tempête de neige. Là, c'est un go-to. Nice. Ils travaillent beaucoup dans l'interactivité aussi, si je me rappelle bien, ou du moins certains événements. Ils pullent ils cherchent les gens qui sont dans l'auditoire puis ils les mettent sur l'écran aussi. Ouais, c'est vraiment cool. Tu te fais caler un peu comme quand tu allais au bordel, là, voir un show d'humour dans un cabaret. Tu te faisais caler quand tu étais en avant. Ben, là, tu te fais encore caler là, mais c'est à travers ta caméra. Donc, ils demandent vraiment de garder ta caméra ouverte quand tu regardes le show. Puis, ils vont essayer d'interagir le plus possible avec les gens dans l'auditoire. Ce que je trouve très cool. Personnellement, j'avais aucune putain d'idée de c'était quoi Youp avant ce petit segment, mais là, vous m'avez converti les boys, ça. Félicitations. Là. Très bonne présentation, les gars. J'adore le concept, pour être honnête, j'en ai pas assez profité, mais surtout, là, comme de plus en plus, on voit que la pandémie elle dure quand même, puis pendant l'hiver, justement, c'est une activité de samedi soir parfaite. Moi, personnellement, il y a beaucoup, si on continue dans le domaine de l'humour, là, il y a en fait beaucoup de mes humoristes préférés, dont Abba and Preach, que eux font maintenant sur Patreon. Donc, Patreon aussi, c'est rendu une source de rémunération, mais qu'est-ce que je vois avec Youp, que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est une entreprise québécoise. Puis ça, je trouve que tout le virage de streaming avec Netflix, Disney+, etc. Mais là, maintenant qu'on voit des fleurons québécois à travers ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Là. 100%. Puis est-ce qu'il y en a là-dedans qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des projets un peu semblables qui vont aller chercher l'interactivité un peu comme tu avais dans l'événement, mais toujours le marketing expérientiel, mais version virtuelle, numérique? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont encore respecté notre fameux concept de minimum viable product. Hein? Ils l'ont essayé avec le Wi-Fi Comedy Club. C'était un événement qui était complètement gratuit. Ils ont vu qu'il y avait de l'engouement. Ils ont été chercher des commanditaires. Ils ont développé une plateforme. Puis là, il s'est rendu une plateforme payante qui sont capables de se payer des salaires, des salaires concrets avec ça. Donc, c'est certain que comme modèle d'affaires, je trouve ça extrêmement inspirant. Comme je vous disais tantôt, moi, je suis quand même un gars qui continue de penser qu'on est capable de faire des expériences en 2021. Puis on est déjà en train de travailler avec des marques pour voir comment on va être capable de faire, justement, comment on est capable de dynamiser ton service au volant. Hein? C'est une bonne question, ça, maintenant. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont au service au volant, puis des fois, on se retrouve avec des lignes d'attente de 15-20 minutes. Donc, c'est de dire, OK, comment qu'on est capable de créer une expérience à travers ça, mais peut-être que, justement, la radio pourrait nous aider. Peut-être qu'on pourrait créer un poste de radio qui est directement fait pour les gens qui sont dans la file d'attente et qui se dit, nous autres, on va vous aider, on va vous divertir pendant que vous attendez pour votre Big Mac. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de savoir comment on est capable, oui, il y a le numérique, mais il y a d'autres choses, puis la vie continue, puis comment on est capable de positionner les marques comme des marques qui sont innovateurs dans leur domaine, puis qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux de dire, nous autres, on va continuer de faire de l'expérientiel, même en temps de COVID. Intéressant. Peut-être ça va amener justement les trucs les plus intéressants, les plus révolutionnaires. C'est souvent quand on est comme coincé dans un
coin, puis on est forcé de réfléchir, sortir de la boîte, qu'on sort les trucs les plus Mais transformateurs. surtout, je pense un point que Julien aborde, c'est la routine qu'on pense pas nécessairement. On est juste en mode genre inconscient, on fait juste nos trucs, puis après on s'en va. Mais comment créer une expérience genre, incroyable dans nos petits moments de la vie où on pense qu'on va rien avoir. Donc, surtout dans ces petits moments, par exemple, où on attend notre café tôt le matin, là, nos expectations, désolé, sont très basses. Nos attentes. Nos attentes, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ouais, bref, nos attentes sont très bas aujourd'hui, puis juste une petite expérience, que c'est une petite voix un peu funky, quoi que ce soit, qui augmente le moral pour le reste de la journée, là. Je pense que ça fait un bon petit coup de plus. Ouais, 100%. Puis les marques qui vont réussir à sortir du lot en faisant des expériences qui sont concrètes et qui sont le fun et qui sont originales, c'est eux qui vont sortir gagnants de ça. Puis je trouve que tu l'amènes très bien. Hein? C'est souvent en situation de crise qu'on arrive avec les plus belles solutions. Puis moi, j'ai confiance avec les projets sur lesquels on travaille en ce moment qu'il y a des belles choses qui vont arriver, même en temps de pandémie. Puis je pense pas que c'est l'heure de jeter la serviette sur le marketing expérientiel. Il y a définitivement des belles opportunités de continuer d'activer et de faire vivre les marques à travers des nouvelles expériences, même en temps de pandémie. 100% d'accord. Puis justement, il n'y a pas seulement le milieu expérientiel qui est touché par le COVID, il y a tous les entrepreneurs québécois que, en fait, ils ont besoin d'un petit coup de plus pour revivre un peu leur business. Donc, comment tu penses que le marketing expérientiel peut être une forme de solution pour les PME québécois? C'est aussi comment tu vois Local se rapprocher justement de toutes les PME qu'on a ici? C'est une bonne question. Faut toujours se rappeler un peu la base de se dire comment on réussit à faire vivre notre marque à travers des expériences, comment on réussit à faire vivre les valeurs de ce à quoi on adhère pour nos clients. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le métier d'entrepreneur, c'est très fashion, puis il y a un aura autour de l'entrepreneuriat. Mais quand tu arrives à discuter en one-on-one avec un entrepreneur, tu te rends compte que souvent, c'est un métier qui est très solitaire. Qui va arriver, puis tu vas dire, OK, comme il y a beaucoup de choses à faire, puis souvent tu vas dire, OK, est-ce que je suis tout seul là-dedans? Moi, mon conseil pour les entrepreneurs qui veulent faire sortir leur marque, puis qui veulent aller de l'avant, ben c'est avec peut-être des stratégies de marketing expérientiel, mais c'est de se dire, entourez-vous de gens qui se connaissent dans ce domaine-là. Entourez-vous de gens qui sont en mesure de vous épauler puis de vous guider vers les choses, les actions qui sont les plus concrètes pour votre brand puis qui font le plus de sens pour faire grandir cette marque-là. Et c'est vraiment le temps en ce moment là, de travailler sur sa marque puis de développer des nouveaux concepts en lien avec Très bon point. Je suis d'accord. Puis, est-ce que spécifiquement à Locals, tu peux nous parler un petit peu de tes plans là, pour les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a des petits projets que tu aimerais peut-être nous révéler en exclusivité? On dirait pas non. Locals a toujours eu un point de vue long terme d'avoir un atelier. D'avoir une place où on est capable de essayer des nouvelles choses, de créer justement nos murs d'expérience, de construire ce qu'on a à faire. Donc, on essaie, et ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce projet-là, qu'on a dû mettre sur la glace, justement, quand je disais rester proche de ses coûts fixes, ben, ça faisait partie de ne pas se lier à un bail de 10 ans. Fait qu'avant de peser gros sur ce projet-là, on va attendre de voir comment que les choses vont se produire, mais c'est d'essayer le long terme, c'est d'avoir notre place, notre atelier où on est capable de recevoir des gens, où on est capable de créer des choses. L'idéal, c'est que ce soit un hub pour des artistes en même temps que ce soit un coworking station pour nos amis. Et on veut vraiment que ce soit un espace où tu te sentes libre de créer puis que nous, on ait du fun aussi à construire ce qu'on a à faire. Nice. Puis à Montréal, il y en a tellement, je pense notamment à Art Gang, en termes de l'art, de création des artistes, mais le fait de rassembler justement le marketing expérientiel puis avec l'art en tant que lieu créatif, je pense qu'à Montréal, on est définitivement la ville pour accueillir des mouvements de la sorte. 100%. Cool. Peut-être que bientôt, on va être en train de profiter d'une petite bud sous la pergola dans votre atelier. Je nous le souhaite. Ça serait Donc, je pense que c'est le moment où, si tu veux te plug, pour lack of a better word, si tu veux présenter un petit peu Locals, on peut te retrouver. Est-ce que tu avais d'autres questions? En fait, mon point, c'est, regarde, la caméra, il est à toi, là. Tu as 30 secondes, tu fais le pitch incroyable de Locals, là, comme si c'était à l'œil du dragon. Et ça, en fait, trouver où on peut retrouver Locals et où te trouver, toi, personnellement, ça donne des questions ou quoi que ce soit.
Yes, cool. Locals, c'est une agence de production de marketing expérientiel. Donc, peu importe les idées que vous avez, on va être en mesure de vous aider à les concrétiser et à les mettre en vie. On est là du début à la fin. On s'assure de vous accompagner dans ce processus créatif-là. On comprend que des fois, il y a des idées folles qui sont difficiles à réaliser, mais c'est notre devoir de vous aider à les faire mettre en vie. Donc, Locals, @localsmtl, voilà. Facebook, Instagram, LinkedIn. Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est tout le même handle. Parfait. Puis nous, NPGP, où on nous retrouve? Évidemment, vous savez le même message. Vous pouvez suivre Né pour un gros pain sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, et même YouTube si vous regardez la vidéo. Aussi, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. Et aussi, on vous invite à déjà écrire vos questions parce que vous allez avoir la chance de poser vos questions directement à Julien. Et Julien, qui sait, pourra choisir votre question en tant que la question gagnante. Donc, à suivre. Super. Ben, Hamza, merci d'avoir été avec moi. Je suis allé tellement vite, je t'ai même pas remercié au début. Merci, Hamza. Merci, Louis. Puis un énorme merci, Julien, pour ta générosité de participer à ce podcast. C'était vraiment un plaisir, les gars. Bravo pour votre belle émission. Puis bravo pour les entrepreneurs que vous êtes aussi. Vous montrez bien quoi faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, à la prochaine. Yes. Ciao. Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.